Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Je serai aujourd'hui votre animatrice Audrey et je suis avec la pétillante, même si elle était pas mal fâchée tantôt, Catherine. Comment ça va? Ça va bien. Mais j'étais pas fâchée tantôt, j'étais fâchée il y a 2 semaines parce que nos auditeurs et auditrices ont entendu l'épisode de Les Thibault il y a 2 semaines. Bon, voilà. Non, j'étais pas fâchée. Indignée. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Mais je m'en suis remis, là. Oui. OK? T'as mangé un bon dîner. Oui. T'es prête à poursuivre Je suis prête à la mission. te lire une magnifique histoire. All right. Oui. Mais avant ça, Oui. on va vous recommander un café. Oui. Excuse-moi, là, parce qu'on a changé de bord de Ah, table. t'es mêlée. Faut qu'on l'explique. Là, je suis toute mêlée. On a changé de bord de table parce que mon chargeur de laptop se rendait pas à la place où j'étais assis avant. Là, je suis toute confuse. Puis en plus, on a un public En plus, aujourd'hui. oui, on a un public aujourd'hui. Ma mère est venue nous écouter et elle ne veut pas parler. Non. Mais on la salue quand même. Elle est gênée, mais elle nous regarde enregistrer. Ça, je suis pas habituée à ça. Oh. Allô, correct. maman! Allô! Fait que là, maintenant Oui. qu'on a éclairé la situation, Oui, vous allez nous, et ma confusion. vous allez, Ce n'est vous pas allez la nous pardonner sénilité nos qui maladresses. commence très tôt. Oui. Vous allez nous pardonner nos maladresses, nos faux pas, nos maladresses, comme dans la chanson de Oui. Natacha Saint-Pierre. C'est quoi ça? Oh, mon Dieu! Oh! Vintage! C'était quoi cette chanson-là, donc? C'était... J'ai tellement peur que tu me laisses. Oui! Sache que si j'en fais toujours trop... Toujours trop! Avec un gars qui fait des C'était voix, avec là. Jean-François Chose qui jouait Don Juan. Jean-François Brault. Oui, Jean-François. Ah, oui! Et là, les gens qui nous écoutent Tu sont comme... trouveras! Ah, c'est ça! C'est ça, c'est Ah, tu trouveras. voilà. Ah, c'est magnifique. Et les gens qui nous écoutent présentement sont comme « Oh my God, on s'en sacre! » On s'en sac De tellement! Natacha Saint-Pierre! Ils nous disent aussi, on s'en sac tellement, Catherine, baisse ton micro. OK, c'est fait. OK. OK. Fait que là, aujourd'hui, Oui. j'ai décidé que je faisais une petite entorse à notre recommandation de café et que j'allais sortir du Québec. What? Désolée. Pourquoi? Parce qu'on a eu Qu'est-ce qui se passe? on a eu une belle recommandation OK. sur, ça? dans nos courriels Ouais. Non, Alors- mais de quel pays? de l'Ontario. Je vais juste sortir du Québec. Oh! Ben voyons donc. Puis, il y a des gens qui nous écoutent en Ça a pas Ontario. de Fait que, l'allure. une fois de temps en temps, on peut les saluer. Bonjour. Hi. Bonjour, hi! Alors, c'est Kyle qui nous a écrit Oh, pour Kyle. nous recommander le Tribeca Coffee Co., qui est situé à Oakville, en Ontario. Oh. Et Kyle y travaille comme barista et il nous conseille le café et il nous recommande aussi les beignes qui sont préparés sur place avec amour par les belles mains de Kyle. Mais c'est parfait pour les policiers, ça. Exactement. Ah! Les policiers C'est qui nous quoi? écoutent. Les policiers qui nous écoutent et qui sont en patrouille près de cet endroit-là. Voilà. Ah. Alors, merci Kyle pour ta recommandation. On espère que tu passes une belle journée. Merci pour tout le café que tu prépares. Ma mère, elle nous prend en photo, Oh là, non. pendant que... Ah, on a Ah, des les paparazzi! Oh non, comme Lady Di! Alors, maintenant qu'on a notre bon café ontarien, Oh! de quoi tu vas nous parler? De Catherine? rien! Ontarien? On s'assoit en silence. Ah! OK. Aujourd'hui, mes petits amis, je vais vous raconter une histoire du bon vieux temps à propos d'un gangster, d'un autre gangster. Encore des Ça gangsters. fait plusieurs que je fais déjà. Là, Mais c'est ton lore, les gangsters. C'est mon lore, les gangsters. Un autre gangster très important dont vous n'avez jamais entendu parler parce qu'on est en 2023 et non pas en 1923 parce que ça se passe littéralement il y a 100 ans, cette C'est non histoire. mais magique. Je sais. C'est le centenaire. Alors, sans plus tarder, voici l'histoire de Conrad Labelle, surnommé le Al Capone québécois. Oh là là. C'est une recommandation de Sean English, notre premier fan. Sean. Alors, on te remercie, Sean, pour la recommandation. On le garde, Sean. Oui, ben là, c'est parce que, je veux dire, ça tombe dans mes cordes, les recommandations de Eh Sean. oui. Là, c'était comme, c'est ça. Il te Bon. connaît, là. Ben oui, c'est ça. C'est lui qui nous avait recommandé Camélien Hood, puis l'épisode sur Pacific Plante, puis bon, là, on parle encore du Red Light, mais là, c'est le premier Red Light, celui des années 20, pas Ah. le deuxième Red Light, celui des années 40. Red Bon. Light 2, Electric Boogaloo. Et là, c'est Red Light 1. The OG. Step up to the streets. Alors, mes sources sont
un épisode du balado « L'histoire ne s'arrête pas là » de Radio-Canada, animé par André Martineau, 2 articles du Petit Journal datant de 1974, 2 très longs articles, des articles de fond incluant des entrevues, c'était bien intéressant, et plusieurs autres articles pour venir compléter mes recherches sur Conrad Labelle, un homme qui a été très important, mais dont on n'a pas dit grand-chose. C'est donc bien mystérieux. Est-ce que ta curiosité est piquée? Ben, c'est ça. Oui. Je promets de pas trop faire de blagues des Chicken Swell. Tu fais-en une maintenant? Ferme donc ta gueule, Conrad! Voilà! Et voilà! Ouais, tu pourrais faire ça. Ouais. Mais comme... En tout cas. Mais c'est notre sketch préféré. Oui, mais je vais t'envoyer des photos. Conrad Labelle, t'es un beau petit monsieur. Oh ouais? Oh ouais! Alors, première partie, pas né pour un petit pain. Conrad Labelle est né à Farnham en 1898 et a grandi dans le village d'Iberville. En 1912, son père a vendu... Je me force pour comme pas parler à 150 000 à l'heure, comme si je venais de faire de la coke avec Éric Bruno dans Toute la vérité. Son père a vendu la boulangerie en 1912 et a déménagé la famille, qui comptait 6 enfants, au Vermont. En 1919, Conrad Labelle a décidé d'ouvrir une boulangerie lui-même. Il s'est établi dans le village de Champlain, dans l'État de New York, à 2,5 km au sud de la frontière et des douanes de Saint-Bernard-de-la-Colle. Et puis là, tout à coup, est arrivée l'année fatidique 1920. Fatidique parce que... On s'en rappelle. Non. C'est pas parce qu'on s'en rappelle. OK. Pourquoi tu scrapes ma joke, là? OK, je m'excuse. C'était même pas une joke, en plus. OK. Donc, fatidique pourquoi? Veux-tu deviner avant que je le dise? Non, 1920. C'est arrivé en 1920. Je suis boum. Attends. Tu vas me dire que t'étais pas là? Non, j'étais pas là. Bon. En 1920, c'était une année particulièrement sèche. Voyez-vous, en 1919, le Congrès américain a voté une nouvelle loi, la loi Volstead. Celle-ci rendait illégale la production, la distribution et la vente d'alcool, de tous les alcools de plus de 0,5 %. Je suis vraiment épaisse, je pensais que tu allais me dire qu'il n'y avait pas plus cette année-là. Non, elle était sèche parce que le monde ne buvait pas! Ah! OK, donc, t'aurais pas aimé la ça cette loi année-là. Volstead... Qui, c'est moi? Oui, mais Catherine boit de l'eau. Oui, OK, je comprenais pas la... Mais je ne suis pas une alcoolique! Non, Catherine boit de l'eau. On va mettre ça au clair. Éric Lapointe t'aurais pas aimé ça. Donc, donc, la loi Volstead, votée en 1919 et qui est entrée en effet, là, elle a été activée, là, ils ont cliqué dessus, ils ont fait « activate ». Ils ont mis le piton à le 16 janvier 1920. Bon. Donc, en 1919, la loi Volstead, elle rendait illégale la production, la distribution et la consommation d'alcool dans les bars et restaurants. Non, pardon, la distribution et la... Mon Dieu, ça va mal. Production et distribution d'alcool, pas la consommation d'alcool. Fait que là, t'as pas le droit d'en produire, puis d'en vendre, puis d'en distribuer, mais si t'arrives à mettre la main sur une bouteille de moonshine, t'as le droit de la boire. Oui. Ça fait une couple de défis, mais on va y arriver. Ben là, c'est un beau défi à relever pour tous les bootleggers du monde. Alors, ça ouvrait la porte à tout challenge for me. Exactement! Ça ouvrait la porte à tout un univers de possibilités pour les gens qui voulaient faire la piastre et qui ne manquaient pas de scrupules. Cette loi est entrée en effet le 16 janvier 1920 aux États-Unis et la tendance vers la tempérance, qui était la manière dont on disait l'abstention de la boisson et de probablement la drogue, mais comme... Je pense pas que la tempérance visait le pot, là, en début 1900. Je sais pas si... L'opium. La laitue du démon était bien populaire à l'époque. L'ayahuasca, la boisson chamanique à base de plantes. Ah, ça! Donc, la tendance vers la tempérance était aussi répandue au Canada. En effet, le tout premier référendum de tous les temps de l'histoire du Canada a eu lieu en 1898 et portait justement sur la question de la prohibition au niveau national. Le résultat était très intéressant. Donc, on demandait à tout le monde, à travers tout le Canada au complet, est-ce que le fédéral a le droit de voter une loi pour interdire la vente d'alcool? Et là, dans toutes les autres provinces, on a voté oui en majorité, alors qu'au Québec, on a voté non à 81%. Bouh! Touchez pas à nos soirées canadiennes. Oui, mais c'est pas tant parce qu'on voulait boire au Québec, mais plutôt parce qu'on ne voulait pas que le gouvernement fédéral vienne se mêler de nos affaires. Enfin, on a toujours été de même. On a toujours été de même. Et aussi parce qu'on était des catholiques et que les mouvements de tempérance, c'était surtout une bataille menée par les protestants, a.k.a. le reste du Canada. Parce que nous, les catholiques, on a du vin de messe. Le vin de messe, c'est le sang du Christ. Non. Bon. Wilfrid Laurier, qui était alors notre valeureux premier ministre fédéral, avec sa face sur les 5 je pensais que tu allais dire notre valeureux chevalier. On n'a jamais eu de chevalier.
Faudrait que tu viennes dans mes Ça cours manque sur à notre comme l'histoire de culture. la littérature en France, puis je t'apprendrais c'était où les chevaliers. Oh. C'était pas ici! Nous autres, on n'existait même pas dans le temps qu'il y avait des chevaliers, voyons donc. Je suis comme, je vais être plus grande que tout le monde. Non, t'enseignes au cégep. Non, tout le monde va être plus grand que toi. Ouais. Alors, bon, C'est Wilfrid très vrai. Laurier, donc, s'est ramassé avec tous ses oui et un non au Québec. Et il a décidé de ne rien faire. Et de donner aux provinces la responsabilité de légiférer elles-mêmes ce qu'elles ont fait, Bon les move. unes après les autres, en interdisant la production et la distribution d'alcool, sauf le Québec. Bon move. Bon move de pas prendre une décision, comme mets tes Genre. pantalons, Wilfrid Laurier. Je sais pas. Ben, il y sa aurait- décision, c'est de laisser les autres prendre des décisions. Ben, c'est bon. Fait qu'ils ont tous pris des décisions. Puis là, ce que ça a fait, ben, c'est que ça a créé un contexte bien particulier au Québec, pardon, avec la prolifération des quartiers, entre guillemets, red light, où le vice prônait surtout. Des centaines de milliers de touristes ont commencé à affluer dans la province pour pouvoir boire notre bonne Molson Export. Oh yeah! Durant l'année 1926, aux douanes, là, ils tiennent des registres de ça, 265 000 voitures de touristes ont passé la frontière de la province. En 1929, ce chiffre a plutôt augmenté à 637 000, donc ça a presque triplé. OK, mais là, vous dites comme non, 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 on veut plus boire. Puis quand on est comme OK, arrêtez de boire, vous vous ramassez tout au Québec. On va aller boire ailleurs! C'est ça. Vous êtes une gang d'hypocrites. Oh! On savait aussi There, I que... said it. There you go. Ce que tout le monde pensait. On savait aussi que les gens venaient d'ailleurs pour boire chez nous parce que nous, les vrais que Molson salue, on Ouais. savait boire comme du monde. Voilà. Mais les maudits étranges, quant à eux, constituaient 33 à 42 % des arrestations pour ébriété à Montréal dans les années 20. Ça m'étonne pas. Pas en tout. Fait qu'ils n'étaient pas habitués, ils arrivaient ici, ils buvaient une bière, puis ils je faisaient du suis public gorlot. disturbance, puis là, les constables, les connétables arrivaient avec leur matraque, puis ils étaient comme « Arrêtez ça, arrêtez ça! Oh my God. D'où venez-vous? Ça Je suffit. viens de la New York! Enlève cet abat-jour de sur ta tête. La machine à danser, la machine à souquer! » La Voilà. machine. Alors, Il y avait des beaux bachelor parties à Montréal dans les années 20. il y en a encore aujourd'hui. Alors, la prohibition, c'est une grosse affaire au Québec. En plus de la prolifération du vice de la boisson Oh à là Montréal, là. en plus de ça, la ville de Hull. Oh! Est aussi devenue un gros Hull. hub de début de boisson. En fait, la ville de Hull était tellement populaire auprès des buveurs qu'elle a mérité le sobriquet Little Chicago, Oh! puisque de l'autre côté, direct à côté, se trouvait Ottawa et qu'à Ottawa, on ne pouvait pas boire. Donc, les 5 à 7 ont été inventés, durant lesquels les Ontariens assoiffés de la bonne Labatt 50 tablette affluaient en essaim par le pont Alexandra, qui a été surnommé par les autorités The Bridge of a Thousand Thirsts. C'est donc bien Le poétique. pont des milliers D'assoiffés. d'assoiffements. Si Al Capone, le célèbre gangster et bootlegger américain, n'a jamais été vu à Hull, son frère, lui, serait resté à l'hôtel chez Henry, un hôtel de style parisien de Hull qui était géré par un chef du nom de Henry Burger. Je sais, c'est juste plein d'anecdotes. Les bizarrement. jokes s'écrivent toutes seules. Ah oui, voilà. Donc, un shout-out par la bande à Kim Dubé qui nous avait suggéré de parler de Little Chicago. Voilà. C'est un shout-out surprise qui m'amène aussi à vous parler d'une autre affaire weird. Là, j'ai fait un peu de recherche sur Little Chicago. Il n'y avait pas grand-chose à dire, donc je l'ai intégré dans cet épisode-ci. Mais apparemment, il y a une autre ville en Saskatchewan qui a aussi été surnommée Little Chicago, comme quoi il faudrait vous consulter, la gang, Oui. avant de donner son nom. C'est la ville de Moose Jaw. Parenthèse historique étrange. Moose Jaw est une ville de 34 000 habitants au milieu des prairies. Durant la Prohibition, parce qu'il y avait la Prohibition aussi en Saskatchewan, tu sais, les bootleggers américains utilisaient des tunnels qui avaient été construits sous la ville pour faire la contrebande de milliers de litres de rhum. Les tunnels avaient été construits à la base pour faire passer les services publics. Là. J'imagine que c'était comme des gros égouts, là, je ne sais pas trop. Puis durant la construction du chemin de fer unissant notre belle nation, Admaré ou Ske Admaré, tu sais, ils avaient servi les tunnels de refuge pour les travailleurs d'origine chinoise qui étaient visés par ce qui s'appelait le Head Tax, qui est une loi qui a été passée en 1885 pour forcer les immigrants d'origine chinoise à payer un frais de 50 $ en monnaie d'époque à leur entrée au pays, ce qui équivaut à 1 500 $ aujourd'hui.
Mais il y a donc bien de fun facts dans l'épisode d'aujourd'hui. Fait que pour éviter, on est venu ici pour vous aider à construire le chemin de fer, mais là, donnez-nous de l'argent. Fait que là, les pauvres travailleurs chinois persécutés se cachaient dans les tunnels. Puis là, pendant la Prohibition, bien longtemps après, les bootleggers utilisaient les tunnels pour transporter du rhum. Et en plus de ça, puisque la Prohibition, et non pas la prostitution, était active dans la province de Saskatchewan, des speakeasy et des maisons closes ont commencé à ouvrir leurs portes directement dans les astis de tunnels. OK, c'est pas mal plus le fun que le souterrain à Montréal. là. Mais c'est vraiment le fun, mais comme ils sont gros comme un tunnel. Moi, j'ai plein de questions logistiques pour ça. Puis là, selon mes sources, c'est vraiment plate parce que c'est impossible de savoir combien de bootleggers utilisaient les tunnels ou même quand les tunnels ont arrêté d'être utilisés pour la contrebande, ce qui fait de tout ceci une anecdote pas mal inutile. Mais, en tout Non, cas, moi j'aime ça. quand la rue s'est effondrée dans les années 1970 au milieu de Moose Jaw, les tunnels ont été révélés au grand public. Oups! Et aujourd'hui, ils sont ouverts pour les touristes. Fin de la parenthèse. Venez voir le beau bordel. Mais là, j'imagine qu'ils ont fait le saut, oui, quand une rue s'est effondrée, puis ils étaient comme « Ah, mon Dieu, il y a quelque chose en dessous! Mon Dieu, il y avait genre une discothèque complète. » Oh, des vieux 45 tours! Une discothèque, des enfants taupes. Ah, oh non, pas les enfants taupes! Les enfants taupes. Oh non, les Mole Children! Non, il n'y a pas de Mole Children. Ah. Ce n'est pas une vraie affaire. Il faut arrêter la désinformation. Bon. Alors, ça brassait beaucoup au Québec à cause des histoires de prohibition. Il paraît même qu'en 1928, le chef de police de Coaticook, John Boudreau, qui luttait ardemment contre les trafiquants de boissons, a été assassiné. Pourquoi tu ris de même? Il a été assassiné! Parce que c'est le chef de police de Coaticook. De Coaticook? Fait que dans ma tête, il y a comme de la crème glacée. Ben oui, mais... Ben Il c'est là défend- qu'il venait, c'est pas de sa faute! Il défend la crème glacée! OK. Écoute cette histoire. OK. John Boudreau, OK. valeureux chef de police, Qui mangeait de la crème glacée. qui mangeait de la crème glacée. Le 23 novembre 1928. J'étais là. Son corps, ainsi que celui de son frère, qui était un agent d'assurance, et celui de Télésphore Baudin, un huissier, ont été retrouvés dans une voiture immergée dans la rivière Connecticut. Ce soir-là, Mais c'est aux États-Unis. oui, écoute l'histoire. OK. Keep your pants on, comme ils disent. Attends, moi te le dire. Ce soir-là, le policier et le huissier surveillaient la frontière pour des bootleggers et le frère de John Boudreau les accompagnait. Ils ont été vus vivants pour la dernière fois entre 19 et 20 heures et plus tard dans la soirée, leur voiture a été repêchée dans la rivière. La police locale a conclu à une noyade accidentelle, mais à Coaticook, en plus de manger de la crème glacée, on pensait qu'il y avait anguille sous roche. Voyez-vous, Boudreau et Baudin, John Boudreau et Télésphore Baudin, étaient victimes d'intimidation depuis qu'ils avaient tenté de fermer un débit de boissons illégal dans la région de Hereford, Il se faisait près bully. de Coaticook. Se pourrait-il que les bootleggers de Hereford soient derrière ce meurtre? La théorie est avancée par un docteur, le docteur Veronneau, qui a procédé à l'autopsie des corps, et selon lui, l'implication des bootleggers de Hereford avait été dissimulée par l'assistant coroner Léonidas Bachand, Ben voyons donc. dont le cousin D.S. Bachand, un marchand quaticouquois, entretenait supposément des liens avec les contrebandiers de Hereford. Fait qu'il y avait un complot! Malheureusement, rien de l'autopsie réalisée par le docteur Veronneau, mis à part quelques ecchymoses, n'indiquait la possibilité d'une mort violente. Ben, je veux dire, plus violente que ton char crash dans une rivière. Ouais, une noyade accidentelle. Il a oublié de sortir de son auto avant d'aller se baigner. Ben, non, J'aille mais... ça quand ça l'arrive. Ah, maudite affaire! Télésphore. Mais de fait, justement, le coroner américain qui avait procédé à l'autopsie avait déterminé, hors de tout doute, que Télésphore Baudin était mort par noyade. Fait que là, il n'y avait rien qui indiquait sur les cadavres que c'était stagé ou... Mais pour cette raison, ben, le coroner américain il pensait que les blessures révélées par le docteur Veronneau dans son autopsie étaient dues directement à l'accident de voiture. L'entrepreneur des pompes funèbres, qui, je ne sais pas pourquoi il a pris la parole dans cette histoire-là, mais il a corroboré les conclusions du coroner américain et l'histoire en est restée là. Alors, est-ce que la prohibition et les bootleggers de Hereford étaient à blâmer dans la mort du chef de police Boudreau? Oui. On ne le saura jamais. Non, moi je pense que non. Non. Ça se peut qu'il ait juste tombé dans la rivière, je sais pas. Oh, j'haïs ça quand ça m'arrive. Ben là, ça se peut. Ça m'arrive à tous les jours. Ça se peut. Bon. Fait que là, faut que je répète ma joke de tantôt. OK. Conrad Labelle, là, toute cette histoire se déroule sur ce fond-là, dans ce beau contexte. Il était boulanger, mais il n'était pas né pour un petit pain. Sur ce fond de prohibition et de boisson, notre cher Conrad, qui avait 22 ans et toutes ses dents, et des beaux cheveux sombres ondulés et une belle petite face d'ange. Et une baguette en dessous du bureau.
Oui, mon Dieu, je pensais que tu allais faire une joke cochonne de baguette. Puis là, je trouvais ça bizarre. Oh my Non, God. il était boulanger dans sa petite boulangerie de Champlain à New York, mais il rêvait de devenir tellement plus. De fait, il rêvait d'être riche comme Crésus, d'avoir des gros chars et de fumer des cigares gros comme des barreaux de chaises, selon ses propres aveux. C'est intéressant. Tout le monde a son but. Alors, avec la loi Volstead et la prohibition, Conrad a commencé à se dire que la contrebande d'alcool était peut-être son ticket pour la gloire. Et il a mis sur pied une petite opération. Oh! Il cachait des bouteilles dans des miches de pain. Non! Il cachait des bouteilles en dessous des sacs de pain. Oh! Il devait fréquemment passer au Québec pour livrer du pain ou chercher du pain ou quelque chose comme ça dans le cadre de son commerce. Puis il traversait en buggy, parce que c'était en 1922, on s'entend. Il y avait un petit buggy avec un cheval, là. Oh, une calèche. Une petite calèche, lui appelait ça un buggy. J'ai entendu des entrevues de lui, c'est comme ça qu'il disait ça. OK. Fait que pour le chemin du retour, il cachait les caisses d'alcool directement sous ses sacs de pain, puis là, il retournait à sa boulangerie à Champlain. Oh, le coquin. Puis au début, c'était assez modeste comme opération. Il transportait une dizaine de caisses à la fois. Ça lui rapportait entre 500 $ et 700 $ par jour, ce qui est l'équivalent de 10 000 aujourd'hui. Ouais, je suis comme, pour l'époque, c'est immense. Les douaniers n'étaient pas trop attentifs et ils étaient surtout très faciles à acheter. Voilà un beau sandwich à la dinde. Avec extra maillot! Alors, Conrad a commencé à opérer son petit racket d'alcool, passant au Québec, faisant le plein de boissons, puis allant la vendre à Plattsburgh. Rapidement, il a constaté que la demande augmentait. Et il s'est organisé en conséquence. On a soif. On a soif. Là, la batte 50. On a soif. Là, à Laurentide. Tu On choisis a tes soif. drinks depuis tantôt. Ouais, j'essaye. Comment qu'elle s'appelle? La bouche. Du petit caribou. Du petit caribou. Bon. Donc, il s'est organisé en conséquence. Et rapidement, Conrad, qui s'était ramassé de faire entre 500 à 700 piastres par nuit, a un chiffre d'affaires tournant autour de 70 000 $ par nuit, était au cœur de toute cette opération de contrebande de boissons. 70 000 $ par nuit, c'est l'équivalent d'1 million aujourd'hui. Wow! Il faisait 1 million chaque nuit. Mange tes Ou plutôt, bas, Jeff Bezos. Pas chaque nuit, chaque fois qu'il faisait Une justement une run de bootlegging. Là. Son opération était de grande ampleur. Là, il n'y avait plus de petits buggy, là, vous vous en doutez sûrement. Il y avait un gros buggy. Il y avait des chars. Je vais te parler de ces chars. Il aimait beaucoup les chars. Dans le coin de Champlain, il avait des caches dans les granges et les étables et tout ça. Il faisait ça avec l'accord des fermiers qui étaient payés pour leur service rendu au racket. 1 piastre par caisse entreposée chez eux, soit 17 $ aujourd'hui. Ça montait vite. Mais tu sais, bon, Conrad s'est aussi fait des contacts à Saint-Pierre et Miquelon pour importer de l'alcool à coût moindre de ce qui était disponible à la Commission des liqueurs, qui était l'ancêtre de la SAQ. C'est vraiment cute. Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Pierre et Miquelon. Voyez-vous, c'est que la demande était tellement grande qu'il n'arrivait pas à répondre à la demande. Il y avait une règle dans ce temps-là qui lui posait problème, une loi. À l'époque, la vente d'alcool était limitée à 1 bouteille par personne. Fait que Conrad, qui était pas mal ingénieux, il engageait des chauffeurs de taxi pour aller acheter des bouteilles à la pièce, en faisant le tour des SAQ, en achetant 1 bouteille à la fois, pour remplir leur banquette arrière, leur coffre au complet. Puis selon lui, il rentrait environ 500 bouteilles par taxi. La Belle les payait 10 cents la bouteille, fait que 2 piastres aujourd'hui, puis ça fait 1000 piastres par run. God. Oui, pour les chauffeurs de taxi. Puis là, ils les attachaient là, avec la petite ceinture. Attention, les bouteilles. Puis, il leur payait aussi le millage, parce que lui, il avait des principes. Et il faisait Mais il livrer était donc bien un tout bon ça. boss. Il était un excellent boss. Il faisait livrer tout ça à son entrepôt. Il y en avait un à Clarenceville, puis il y en avait un autre à Saint-Bernard-de-la-Colle. Puis là, la nuit, il organisait sa run. Je vais vous parler de sa run après. Mais là, à un moment donné, cette maudite loi a été abolie. Fait que là, la Belle a commencé à envoyer ses camions. Il y en avait 3 gros camions, directement à la Commission des liqueurs pour vider tout leur stock de fort chaque jour. Ah ouais, dans le camion. Puis c'était légal. Tout ça était légal, tu sais. Alors, maintenant, partie 3, la run de contrebande. Oh yeah. La On partie the 2 run s'appelait again. Une opération bien rodée, puis je vous l'ai pas dit. Mais la Oh, partie 3 s'appelle on the run again. La run de contrebande. La contrebande se faisait la nuit avec la collaboration des douaniers américains. Parce que selon Conrad Labelle, les Mounties, j'allais dire les chevaliers, toi t'as rentré ça dans ma tête. Excusez. Les policiers de la police montée, La GRC. ils étaient pas achetables, eux autres. Mais Non. les douaniers américains l'étaient très, très facilement.
Fait que il leur payait 1 000 $ par livraison, soit l'équivalent de 15 000 aujourd'hui. Et en échange, les douaniers américains ouvraient la douane pour la Belle et son convoi pendant une période prédéterminée et les laissaient traverser avec leur contrebande. Il y avait un signal, tu sais. Fait que là, chaque soir ou à chaque fois qu'il y avait une run, tu sais, non. À chaque fois qu'il y avait une run, la Belle faisait attendre toutes ses voitures et ses camions. Il y en avait une 40aine au total sur le bord d'une route qui était à proximité de la douane officielle et surveillée par les douaniers américains. Puis là, au signal qui était habituellement un clignotement de phare automobile et non pas un douanier qui crie « ouhou » dans le bois, le convoi roulait pour traverser la frontière en sachant qu'il bénéficiait juste d'une couple de minutes. Là. C'est OK, on y va le plus vite possible. Oh my God, je pense à Mad Max. Oui! C'était comme Mad Max. C'est le Mad Max du fort. Fait que là, après ça, il roulait, puis il se dirigeait vers New York et l'affaire était ketchup. Wow. Mais c'était pas tout le temps ketchup parce que tout cela était très risqué. En plus d'avoir besoin de payer la police, il y avait fréquemment des pillards et des embuscades, surtout aux environs du lac Placide, apparemment. Oh. Mais il n'y avait pas de crainte à y avoir parce que les hommes de la Belle étaient armés. Ils avaient des fusils à canon sciés et des Colt 45. Et leurs voitures avaient leur réservoir d'essence protégé par des plaques d'acier comme les gangsters américains pour éviter qu'ils se fassent tirer pour ralentir les automobiles. You know. C'est ça. Moi, je suis comme. C'est John vendue, Dillinger, là. Bonnie and Clyde, il y avait ça aussi. Oh my God, genre, je suis aspirée par cette histoire. Je sais. Voir que c'est pas présentement une série. Conrad Labelle, lui, son char de prédilection, c'était les Cadillacs. Avec Sa fucking Cadillac raison. était équipée pour veiller tard avec non seulement une plaque d'acier pour protéger le réservoir d'essence, mais en plus, en guise de pare-choc, il avait un rail de chemin de fer. Parce que, apparemment, les gars du FBI, qui n'étaient pas encore le FBI, mais les feds aux États-Unis, ils aimaient ça mettre des poteaux sur les chemins qu'utilisaient les bootleggers pour les arrêter, ou des grosses chaînes pour arrêter les autos, mais avec un rail comme pare-choc en avant, là. Lui, il fonçait avec sa Cadillac, puis ça défonçait tout, là. Il n'y avait rien pour l'arrêter. Wow. Il n'y avait rien pour l'arrêter, Conrad Labelle. Il était puissant. Faut avoir le cœur solide pour être un gangster, je vous le dis. Oh boy. On pouvait, par exemple, facilement être soi-même victime d'un crime. En 1921, Conrad Labelle a porté plainte à la police de Montréal parce qu'il s'est fait voler 10 000 $, 175 000 $ aujourd'hui, par 2 filous, c'est comme ça qu'ils les appelaient dans les journaux, qui lui avaient soutiré sous prétexte d'y vendre des caisses de whisky, puis s'était sauvé avec le cash sans y donner son whisky. Je suis pas sûre que c'est une bonne idée d'aller à la Conrad- police, Conrad. Non, mais il est allé, puis la police s'en est occupée, puis on sait pas si on retrouvait les criminels, mais en tout cas, je trouvais que ça aussi, ça avait du front autour de la tête d'aller te plaindre à la police quand tu runs un racket de bootlegging à 1 million par run. Ça me rappelle un vieux sketch de Mad TV, le gars qui appelle la police parce que « Oh non! Catherine s'est échappée du café dessus. J'avais plein de café dessus, pardon! » Le gars, il appelle la police parce qu'il s'est fait voler sa coke. Oui. Puis ses fusils. Puis la police, Oui. c'est comme « Tu t'es fait voler ta coke. » Puis il est comme « Oh, and the most coke you've ever seen in your life. » Exactement. Il s'est fait voler son whisky qu'il allait vendre en contrebande aux États-Unis. Bon. Quand la police ne pouvait pas être sur le cas pour protéger la Belle et ses hommes, c'était correct aussi. Parce qu'il y avait des guns, des hommes de la Belle, je vous l'ai dit, tu sais, puis ils pouvaient se protéger eux-mêmes. Puis une fois, Conrad Labelle et ses hommes ont été embusqués dans une grange proche de, tu sais, une grange de fermier, là, où est-ce qu'ils stockaient les affaires et tout. Ils étaient en train de jouer aux cartes une nuit, tu sais. Oh non. Quand tout à coup sont arrivés des gars de la bande à Bradley, qui était un des lieutenants de Al Capone, qui voulaient leur voler leur stock. Oh my God, ça t'a scrapé une partie de trou de cul, ça. Hey, écoute, ils étaient à Blackpool, dans l'État de New York, aux États-Unis. Et là, ils entreposaient pour quelques centaines de dollars de bouteilles de gin là-bas, sur lesquelles voulaient mettre la main les maudits hommes à Bradley. Fait que là, ils ont fait une fusillade, ça a duré 1 heure. Puis là, les hommes à Bradley, les autres, il y avait des mitraillettes Thompson, là, vraiment comme dans les films. Ouais, des Tommy Guns. Il y avait des Tommy Guns. Puis là, les hommes à la Belle, ils ont sorti leur shotgun avec le bout scié, puis leur Colt 45, puis une grosse tuerie. Puis après ça, tu sais, tout le monde était correct. Ils sont pas sortis dehors. Le lendemain matin, ils sont allés voir, puis il y a plein de sang dans le gazon. Fait qu'ils pensent qu'ils ont tiré des hommes de la gang à Bradley. Oh my God. Mais rien ne pouvait venir à bout de Conrad et son racket. Même pas la température. L'hiver, les chemins vers les États étaient ensevelis sous la neige. Alors, la Belle avait une équipe de 6 gars qui ouvraient des chemins sur la frontière par lesquels la contrebande se faisait à buggy et à cheval. Puis il y avait une autre équipe de 6 gars qui passaient par la suite pour effacer les traces. Mais c'est tellement brillant! C'était une opération d'envergure.
En fait, on disait même qu'au sommet de sa gloire, Labelle avait 800 employés et une flotte de 500 véhicules et 3 goélettes. Il créait de l'emploi. C'est incroyable, Il créait de l'emploi, il déneigeait les chemins. Ça n'a pas d'allure. J'espère qu'il nettoyait le gazon maculé de sang une fois qu'il avait fait une fusillade avec les hommes de Al Capone. Il aurait dû être en charge de la ville. Ça bougerait le REM si c'était Conrad Labelle. Ça bougerait en tabarnouche avec des rails de train en avant du REM pour tasser le monde. Puis des bouteilles de whisky en arrière, pose pas de questions. Yes, sir! Conrad Labelle, tu sais, comme tout bon boss, là, il était rarement là quand il y avait les opérations de contrebande, quand il y avait les runs. C'est ces hommes qui faisaient ça. En fait, c'est son frère qui runnait l'opération de contrebande en tant que telle, avec un homme de main, un Américain, un Yankee, qui s'appelait Yancey. Puis Yancey le Yankee. Yancey le Yankee était, lui et son frère à Conrad Labelle, c'était les hommes de confiance de Conrad Labelle qui runnaient la contrebande pendant que Conrad Labelle était en train de faire la grosse vie sale dans le Red Light montréalais. Oh yeah! Surtout. Il affectionnait particulièrement une maison de désordre. Une maison close située au 82 rue Cadieux et gérée par une certaine Madame Boucher. C'est là que Labelle amenait ses gros clients. Il faisait des affaires au rez-de-chaussée autour d'un bon verre d'alcool totalement légal. Puis là, une fois que les ententes étaient conclues, Conrad et ses invités montaient à l'étage pour voir les filles. Wink, wink. Nudge, nudge. Say no more, say no more. Alors, Conrad Labelle faisait la grosse vie sale. On dit qu'il fumait une boîte de cigares par jour et pas des petits cigares cheap de station-service, là. Des bons cigares de qualité de la même marque que ceux fumés par le roi d'Angleterre, George V. On n'y aise plus. Hey, écoute. Hey. On dit aussi qu'il aimait, comme un bon gars riche, allumer ses cigares avec des billets de 100$. Juste pour montrer qu'il avait de l'argent. C'est parce qu'il était riche comme Crésus. Il avait juste genre 23 ans à ce stade-là. What? Je pense que c'est le bout que j'avais comme... Non. C'est un monsieur rendu là? Non. Ça a commencé... En tout cas... Mon Dieu, on va y revenir plus tard. J'allais dire comme, est-ce qu'il peut être joué par Éric Bruno? Non, il est joué par Pierre-Luc Funk. Oui, il est joué par... Mais non, Pierre-Luc Funk aussi, il est plus vieux que ça. Il est joué par Henri Picard. Oui, exactement, il est joué par Henri Picard avec des beaux cheveux ondulés. À part les cigares, Conrad Labelle, Henri Picard, aimait les cartes et les chars. Pendant son époque la plus faste, il possédait une centaine de voitures, lui-même, là, c'était ses chars à lui. Où c'est que tu mets ça? Dont des belles Cadillac blindées avec des rails en avant. Et sa préférée, sa plus regrettée sans doute parce qu'elle a été scrappée pendant une run de contrebande ou je sais pas quoi, ou à cause d'une autre affaire que je vais vous conter juste après. Sa voiture préférée était une voiture de marque Stevens Duryea, une compagnie rivale de Rolls-Royce qui a existé entre 1901 et 1922. Pas très long. Pas très long. Ils ont arrêté à un moment donné, puis ont recommencé après à faire des voitures. Mais en tout cas, les Stevens Duryea se vendaient en 1910 2800 pour une neuve, ce qui équivaut à peu près 80 000 $ aujourd'hui. Mais tu sais, aujourd'hui, j'en ai trouvé à 125, 150 US à vendre. C'est des voitures antiques de collection. Bon. Si j'ai prononcé le nom tout croche, vous me le direz. Qu'est-ce qui est arrivé avec sa Stevens Duryea? Oui. Qu'est-il arrivé? Peut-être qu'elle a été scrapée dans une run. Est-ce qu'il a oublié de sortir de son auto avant d'aller se baigner? Apparemment, c'est des choses qui arrivaient. Hey! Là, t'es en train de slander le good name de John Boudreau, OK? Il y a peut-être de slander la police de Quantica qui est comme « Non, c'est juste un accident! » Non! C'est la police des États-Unis, parce que c'était dans la rivière Connecticut. Tu viens pas de dire qu'il était facile à acheter, la police américaine? Oui. Non, j'ai dit les douaniers. OK, correct. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé à son auto? On le sait pas, mais il y a une histoire qui circulait à l'époque, une des légendes. Est-ce qu'il mangeait des céréales au volant? Non. Sinon, il aurait été trouvé coupable. Voilà, de conduite dangereuse. Non. Donc, il y avait plusieurs histoires qui circulaient à l'époque, des légendes entourant Conrad Labelle. Je vous ai dit qu'il aimait les cartes. Eh bien, il n'était pas très doué aux cartes. Oh non! Selon son propre aveu, il lui arrivait de perdre 20 000 $ en une soirée, ce qui est l'équivalent de 350 000 $ aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que le lendemain, des fois, il en faisait 30 000. Si, bon, lâche le Uno, monsieur. Et là, un soir, Conrad Labelle, il a bêté 80 000 $ plus son char, puis sa chemise. What? Sur une main perdante. Fait qu'il a perdu 80 000 $, son char et sa chemise. Ferme ta gueule, Conrad! Conrad!
Et voilà, on sait pas s'il a regagné une autre chemise le lendemain. Et on sait pas On s'il lui jouait souhaite. à passe-las, au trou de cul. Non, il jouait au poker. Il aimait beaucoup le poker. Non, il jouait au trou de cul. Ah, pardon, il jouait au trou de cul. Il aimait beaucoup le trou de cul. Dans sa grande vie d'opulence, Conrad était amené à côtoyer des personnalités éminentes dans tous les domaines. Parmi ses plus gros clients, on comptait l'actrice Pearl White et le boxeur Frank Moran, qui était très, très big aux États-Unis, puis qu'on ne sait pas c'est qui aujourd'hui. Parce Ouais, j'étais comme... on n'a pas de culture. D'accord. Il a aussi eu une rencontre avec, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de Warren G. Harding, le 29e président des États-Unis, durant laquelle lui et le président ont bu un petit verre ensemble, ou plusieurs. Et Conrad Labelle a lui-même dit en entrevue qu'il avait, je vous cite, « Il avait comme client assez de joueurs de hockey pour former une équipe étoile et assez de politiciens pour instaurer un gouvernement parallèle. Oh, wow! » Fin de la citation. Fait qu'il y avait Ici- clairement Tony Demers dans ses clients. Mais Tony Demers, c'était comme 20 ans après. Il T'as devait être raison. un petit kid, là, Tony Demers. Oh, mais moi, je pense qu'il a commencé tôt. C'est très possible. Ouais. Et ce qui était aussi important dans l'univers de la contrebande d'alcool, c'est qu'il jouait vraiment dans la cour des grands. Fait que je vous ai parlé tantôt de la gang à Bradley. Il est de notoriété publique aujourd'hui que Conrad Labelle a déjà fait des affaires avec Al Capone, le célèbre bootlegger de Chicago. Ils se sont rencontrés une première fois. Ils avaient à ce moment-là à peu près le même âge, ce qui nous aide à mettre en perspective la carrière d'Al Capone aussi. Ouais! Tabarnouche! C'était des petits culs! C'était des petits culs qui runnaient. Tout C'était l'alcool. des rum runners, comme ils disaient. Là, Des t'sais. rum runners. Les rum runners, les bootleggers, j'ai entendu toutes ces belles expressions-là dans mes recherches. Ben donc, ils se sont rencontrés pour une première fois, puis ont conclu un marché parce que Al Capone avait reçu une cargaison de 3000 caisses d'alcool par bateau, et le navire était au large de Boston, dans le Massachusetts. Boston, c'est pas mal loin de Chicago. Alors, il a proposé à Labelle de les acheter, puisqu'il savait que celui-ci avait de nombreux clients sur la côte est des États-Unis et qu'il pourrait ainsi les revendre. Et donc, Labelle a accepté le marché avec joie et il a revendu toute la marchandise à Lowell, à Springfield et dans d'autres villes de la région, ainsi qu'à des Italiens du Connecticut, et ça lui a permis de réaliser un profit substantiel et de commencer une très belle relation d'affaires avec Al Al Capone. Capone. Ils se sont serrés la main. Hmm. Ils ont twisté leurs bras pour boire. Ils ont fait un fist bump avec une explosion. Ils ont collaboré Partie ensemble sur un 5. diss track. Contre les Mounties? Ouais. Ouais. Fuck you, la police montée. Les douaniers américains ils sont bien plus chill! Ils sont faciles à acheter. Yeah! Partie 5, le début de la fin. C'est déjà la fin. Oh non! On dirait donc que Conrad Labelle vivait la grosse vie sale. Mais bon, on le sait, hein, toute bonne chose a une fin. Et la carrière de bootlegger de Conrad Labelle aussi. Je pense que c'est une vie où est-ce que tu sais que tu risques de finir d'une manière un peu étrange. Absolument. Ah! Absolument. Pour vrai, là, je vais le dire maintenant parce que je suis pas sûre que je vais le dire plus tard, mais sa carrière à Conrad Labelle, là, ça a duré 2 ans. 2 ans! C'est tout. Wow! Il a commencé à sentir la soupe chaude en juillet 1923. C'est la En nuit. 2 ans, il a ramassé tout ça! En 2 ans, il a ramassé 2 millions de dollars de l'époque. C'est Sans ça son char. argent qui était dans ses poches à lui quand il a arrêté. Jésus banane! Oui. Wow! Très, très Jésus banane. Donc, on est un soir de juillet 1923. Labelle était au volant de sa Cadillac et était à la queue d'un convoi de contrebande d'un quart de mille de long et constitué de 21 voitures. Fait que là, ils avaient déjà traversé les lignes depuis un moment quand les voitures ont été immobilisées par les agents fédéraux des États-Unis! Le FBI! Le proto-FBI! Ah! Ils étaient cernés, les coups se sont mis à pleuvoir, puis les monde se sont fait tirer, ils ont été abattus, puis là, les autres autos, ils ont essayé de se disperser, puis il y a une dizaine de voitures qui ont réussi à échapper à l'embuscade, dont celle de Conrad Labelle, qui était complètement en arrière. Fait que là, il a décidé de Il a revirer. juste reculé. Non, mais puis il a reviré de bord, il a fait un three-point Un turn. U-turn. Puis là, il est remonté vers les douanes. Puis là, à un moment donné, tu sais, il commençait à s'inquiéter pour ses hommes, puis tout. Puis là, quand il est arrivé aux douanes, il a vu des feds qui étaient là. Puis il s'est dit, oh my God. Oh, oups. Puis là, tout à coup, ils ont remarqué que les agents fédéraux, ils étaient en grande conversation très amicale avec Yancey, le Yankee, qui était son homme de main. Oh non! Il avait été trahi C'était par un son traître. meilleur bro. Non! Yancy le Fait que Yankee! là, Conrad Labelle, comme un petit cul de 20 quelques années, a arrêté son char, est sorti de son char, puis s'est pitché sur Yancey pour y péter à la gueule. Et, ben, là, il s'est fait tirer par la police, il s'est sauvé, il a perdu connaissance dans les hautes herbes, puis là, quelques minutes plus tard, ben, il a été retrouvé par ses hommes qui l'ont, comme,
entraîné là, à l'écart, puis ils l'ont sauvé et tout. Et... Ils ont fait le bouche à bouche. Ce soir-là, c'est comme non, mais il s'était fait tirer l'oreille, tu sais. Là, ouais, puis là, c'est ben, pourquoi tu lui fais le bouche à bouche? Ben, ça me tente! Parce que regarde sa belle bouche. Il est cute! Toi, ça... Fait que là, ce soir-là, il a perdu son homme de main, Yancy le Yankee, et 60 000 $ de vente, qui est 1 million aujourd'hui. Le fait est que Conrad Labelle s'est souvent vanté de ne jamais avoir été arrêté pour ses activités de contrebande. Cela dit, il a eu plusieurs autres démêlés avec la justice. Par exemple, en novembre 1923, il est impliqué dans une autre histoire de dénouement, avec un dénouement sanglant. C'est la deuxième histoire qui, apparemment, l'aurait convaincu de prendre sa retraite. Slacker un peu sa boisson. Le 18 octobre retourner à mon pain. Oui. Non, mais il y a d'autres affaires à faire. C'est En tout cas, on va en parler. Il y a d'autres affaires à faire. Okay. Le 18 octobre 1923, on est la nuit, le lieutenant Grégoire de l'escouade des Mœurs, ainsi que les agents Vanini et Bourassa, patrouillaient ensemble sur Beaver Hall quand tout à coup, ils ont aperçu une Cadillac qui fonçait sur eux à pleine vitesse, tous les phares éteints. Ils l'ont intercepté, puis là, quand ils ont demandé au conducteur de s'identifier puis de donner sa licence, là, ben, il a pris la fuite, entraînant la police dans une poursuite frénétique qui s'est finie dans une façade de building au coin Cheneville et de la Gauchetière. C'est pas un bon move, Conrad. C'était pas un bon move, Conrad, puis dans ce temps-là, tu sais, les chars, c'est comme 4 bouts de tôle. Fait que là, les policiers ont tiré des décombres de la voiture. Conrad Labelle, le conducteur, et le passager, Norman Richmond, surnommé Jack pour aucune raison. Les deux ont été envoyés à l'hôpital dans un état critique. On craignait pour leur vie et de fait, Richmond est décédé à l'hôpital. Puis là, aussitôt, la nouvelle s'est mise à circuler. Là. Conrad Labelle, le king des bootleggers, il est mort là, avec. Oh! Mais il était pas mort! Oh! Il a survécu à ses blessures. Il a été trouvé criminellement responsable d'avoir causé la mort de Richmond. Il a fait comme le chanteur de Motley Crue. Ou pareil, comme le chanteur de Motley Crue. C'est direct à ça que je pensais. Vince Neil, c'est ça? Oui, il a tué le chanteur de Hanoi Rock. Oui. Ou le guitariste. Guitariste. Un des deux. Mais il a fait comme Vince Neil. Puis là, il a eu son procès en mars 1924. Puis il a été acquitté. Comme Vince Neil. Ah! Puis en 1924, il a aussi été accusé de voies de fait par Ted Cossette, un boxeur à qui il serait venu livrer du whisky puis qui aurait peut-être tabassé. Il a été trouvé coupable et condamné à payer 10 $ d'amende ou purger 1 mois de prison. Attends. Il a battu le boxeur. Oui, il a tabassé un boxeur. Puis il a été chargé de... Il a été trouvé coupable de ça, là, puis il a payé 10 $ d'amende, là. Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, je veux pas blâmer les victimes, mais monsieur le boxeur... Non, mais il était vos mains en avant de votre face. Il était peut-être sous, le boxeur. Là. Okay. Il se faisait livrer une caisse de whisky. Il avait testé la marchandise. Oh là là, ça n'a pas d'allure. T'es tellement sceptique. OK, la même année, Labelle a été impliqué dans un mini-scandale politique québécois. Oh! Joseph-Alfred Bisaillon était alors le chef des douaniers du Québec et il travaillait pour Conrad Labelle. Oh là là! Il faisait passer de l'alcool à travers sa maison, sans doute pour faire un petit peu de cash parce que les fonctionnaires sont mal payés. Oui, il fait utiliser mes toilettes. Absolument, à travers sa maison. Puis quand l'affaire a été ébruitée, l'information a tout de suite été communiquée au ministre des Douanes, qui s'appelait Jacques Bureau. Celui-ci était un méga alcoolique du style que le premier ministre Mackenzie King a déjà dit publiquement que Bureau peinait à cacher son problème de boisson. Puis pour ces années-là, je vous laisse imaginer que ça devait être pas mal épouvantable. Lorsqu'il a reçu des accusations contre le chef des douaniers, le ministre Bureau les a écartées. Et Labelle n'a jamais été accusé de quoi que ce soit ici non plus. La même année, par contre, Conrad, notre beau Conrad, il a été accusé d'avoir volé 3 voitures pour une valeur estimée à 2 000 $. Comment Conrad, t'es mais capable de rien payer? n'est advenu de ça non plus. Ah. À ce moment-là, il avait fini sa carrière de bootlegger. Je vais juste vous raconter, tu sais, ces autres mais il n'est pas nécessairement revenu dans le droit chemin. Non, mais ça s'en vient. OK. En 1927, il est accusé de conspiration pour possession de drogue et il est innocenté. Et finalement, en 1930, il plaide coupable d'avoir résisté à son arrestation dans une affaire de recel et il a payé une amende de 85 $. Et par la suite, il semble qu'il se soit assagi parce qu'on n'a trouvé aucune autre trace de démêlé avec la justice. Quand on lui a posé la question, Conrad Labelle a dit qu'il a été arrêté un jour et il a appris qu'il était traqué par Elliot Ness et c'est pour ça qu'il avait décidé d'arrêter de faire du bootlegging. On sait aujourd'hui que c'est pas vrai parce qu'il aurait arrêté de faire du bootlegging quelque part en 1923-1924. Puis Elliot Ness n'était même pas encore détective à ce moment-là. Il est entré en fonction en 1926. Parce qu'il était comme tellement un bon détective qu'il n'y avait même pas besoin d'en être un. Oui, exactement. Il faisait déjà de la pression. Il faisait déjà de la pression sur les bootleggers montréalais. Canadiens, Je m'en viens.
Dès que j'ai passé ma licence, Oh! là, Vous allez m'avoir aux fesses. Yay. Donc, dès tout que ça j'ai pour gradué dire de que- l'école, là, tu vas qu'on- être en marde. Ouais! Hey, watch tes fesses! Fait que, tout ça pour dire que Conrad Labelle, qui a été le plus grand contrebandier du Canada, a travaillé en faisant de la contrebande pendant 2 ans et ensuite a fait une couple de petits petty crimes et ensuite est devenu un citoyen absolument normal. Ah, Durant le court laps de temps où il a runné C'était son son darkest racket de timeline. boisson, c'était son bootlegging era. Puis après ça, il l'a fini. Puis il a maintenant, fait I'm in my silly goose era. Silly Goose era, voilà. Fait que là, dans son court laps de temps, à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans en fait, c'est vraiment... Il est devenu millionnaire. Sa fortune était estimée à 2 millions de dollars. Mais dans les années qui ont suivi, Labelle a perdu une grosse partie de son magot. D'abord parce qu'il aimait beaucoup jouer aux cartes et qu'il n'était pas très bon, et aussi parce qu'il a subi apparemment des procès aux États-Unis qui ont résulté en son expulsion. Malheureusement, je ne suis pas arrivée à dégoter des informations sur ces procès américains. Parce que Oh. les journaux américains, j'ai bien de la misère, puis Audrey va pouvoir vous dire que j'ai essayé Elle a cherché très fort. désespérément de trouver les archives de la Je Cour commençais à avoir fédérale et peur que le FBI débarque dans notre petit café à Montréal. Oui. Fait qu'éventuellement, tu sais, suite à l'affaire où est-ce que Yancey le Yankee l'a livré, a essayé de le livrer aux Feds, en fait, ben, il y a eu des charges contre lui aux États-Unis. Il a été expulsé des États-Unis. Il n'a pas fait de prison, de rien, parce qu'immédiatement, il était actif, tu sais, au Québec, puis il y avait un dossier plumitif. Non, mais il y avait un dossier criminel ici, tu sais, on l'a vu. Mais bon, il est venu vivre ici, là. Puis il est devenu un honnête homme. En 1941, il s'est marié à une femme nommée Cyprienne Carrière, qui avait 17 ans de moins que lui. Ils ont eu 3 enfants. Et selon leur fille, Diane, qui a témoigné dans le balado que j'ai écouté à Radio-Canada, même si Labelle avait perdu la majeure partie de sa fortune à la fin des années 20, ils ont toujours vécu de manière aisée. Selon sa fille Diane, Conrad Labelle était un homme autoritaire, mais il avait un grand cœur. Oh. Et tout le monde l'aimait. Oh. Oh! Après sa carrière de bootlegger, Conrad aurait aussi été impliqué en politique. Là, on utilise le conditionnel parce que c'est très, 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 très hypothétique, ça. Je n'ai pas réussi à corroborer ça nulle part. Ah. C'était bien weird. Il aurait travaillé pour Maurice Duplessis, qui était apparemment un de ses amis, et il aurait aidé à faire élire Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand. Il me semble que Duplessis puis Labelle, c'est pas un match made in heaven. Non, pas pantoute. Puis j'ai vu ça dans un article récapitulatif, en fait, le Petit Journal, dont je vous ai parlé au début. Dans les années 70, ils ont consacré 2 longs articles de fond à la vie et la carrière de Conrad Labelle. Puis ils sont allés voir Conrad Labelle, puis il y avait des témoignages et tout. C'est là-dedans qu'il a dit, tu sais, il ressemblait un peu physiquement à Maurice Duplessis, et en plus, c'était son grand chum, et ils ont travaillé ensemble et tout. Puis après ça, en cherchant ça, je n'ai pu corroborer ça nulle part. Fait que, est-ce que c'est Conrad Labelle qui leur racontait ça, puis ils ont pris ça pour du cash, mais c'était pas vrai? Peut-être. Bon. En tout cas, dans les années 70, il avait toujours une certaine notoriété. Tu sais, on a déjà parlé du fait que comme tout le monde tripait sur Georges Labelle, le voleur de banque. Ouais. Tu sais, c'est ça. Nous autres, on aime ça, les criminels. Le monde tripait aussi sur Monica, Lucien. Lucien Rivard. Lucien Rivard. Oui, Lucien Rivard. était en prison. Ben là, c'est ça. C'est un bon Jack. Il n'a pas tué personne. Il fait juste runner de l'héroïne. Mais, ouais, c'est ça. Fait qu'on tripe sur les brigands au Québec. Dans les années 70, il était reçu dans plein de talk shows, dont celui de Lise Payette, qui était apparemment bien entiché de lui. En 1974, il a confié au Petit Journal qu'il travaillait désormais dans la location de chalets à Venise, en Québec. Évidemment, en 1981, ben, il y a un roman biographique lui étant consacré qui a été publié aux éditions Héritage. Ça avait l'air d'être un roman très, très roman. Et Un pas roman très, très très romancé? biographique. Oui. C'était un peu weird. Je n'ai vu des extraits, puis je me suis dit, j'irai pas prendre ça comme source, ça a l'air d'être un peu n'importe quoi. Oh. Alors, une des raisons pour lesquelles ils ont réussi à bien vivre, selon Diane, sa fille, c'est que justement, pendant le temps où il était riche, il a investi À dans la bourse. l'immobilier. Oh. Et c'est pour ça son affaire de location de chalet à Venise en Québec et tout. Puis c'est pour ça que même s'il est un très très mauvais gambler, sa fortune a perduré. Finalement, Conrad Labelle est décédé à Venise en Québec en 1995, à l'âge de 96 ou 97 Wow. ans. Et c'est ce qui conclut l'histoire de Conrad Labelle, qui n'a pas été
tiré dans la face comme John Dillinger ou envoyé en prison pour mourir de la syphilis comme Al Capone. Et qui a eu comme une deuxième chance bien soft à la vie normale après avoir été le plus grand bootlegger du Québec. Il me semble que les bootleggers, ils finissent en passoire d'habitude. Pas celle-là. Celle-là, il a fini en bon citoyen honorable qui vend des Lucien chalets Rivard à Venise aussi, en Québec. Il est décédé de sa belle mort. Qui ça? Lucien Rivard. Lucien Rivard aussi, oui. Avec le domaine idéal puis la plage idéale à Laval. Ben, coudonc. C'est juste aux États-Unis que les bootleggers... Je sais, nous autres, on est bien plus ça. Nous, on est comme, oh, non! You naughty you! C'est correct! Oh, cette fois-ci, ça va être correct. Ben ouais. Et voilà, c'est ce qui conclut l'histoire sordide de la fois où est-ce qu'un petit Québécois a réussi à ramasser 2 millions en 1923. Mange tes bas, Jeff Bezos! Je sais. Il était riche comme Crésus. Puis si seulement il avait été un meilleur joueur de poker, il serait peut-être resté. Hey, il aurait été milliardaire! mais c'est comme tout perdu, puisque c'était juste un petit kid qui avait bien trop d'argent tout d'un coup. Ben là, c'était un rapper, là! C'était comme Lil Pump. Il n'avait pas de tatou dans la face. C'était comme Donald, l'oncle de Donald Duck Picsou. Oui! Qui se baigne dans son argent. Scrooge McDuck. Tu veux-tu voir quelque chose de cool? Je vais allumer mon cigare avec un 100$. Why? Ben, pour le fun. Parce que, because I can. Because I can. Oh. Ouais, j'ai bien aimé ça quand t'as dit que tu savais comment ça finissait, les gangsters, parce que lui, ça finissait pas de même. Ouais, j'étais comme, clairement que cet homme va finir en passoire. Non, pas pour tout. Il a pu vivre une vie très, très, très normale, avoir des enfants et aller à Venise, en Québec, maudit chanceux. Avec Cyprienne. Avec la belle Cyprienne. J'ai pas trouvé sa chronique nécrologique à lui, mais j'ai trouvé celle de Cyprienne, par exemple. C'est pour ça que j'ai eu les informations sur sa famille. Oh. Il avait 2 fils, sa fille Diane. Ouais. Ils ont vécu une belle petite vie de famille. Voilà. Quand mon père était jeune, il passait de l'alcool. Mais c'est pas juste, il passait de l'alcool. Il était comme un grand chef bandit. Ça avait pas de bon sens. Il était un très, très grand chef bandit. Ouais. Oh my God! Et voilà! Oh, petite anecdote, le fun sur moi. Si vous voulez en savoir plus à propos de moi. 2 vérités et un mensonge. Et c'est ce qui conclut mon cas. Oh, tada! C'était tellement évocateur, là. Je voyais comme des gangsters dans ma tête. Écoute, c'est assez impressionnant. Moi, c'est le convoi d'auto, là. Je suis comme... Oui. Oh my God, mais c'est tellement cool. Mais je me suis remis dans... Tu sais, parce que à partir du moment où j'ai trouvé un article où est-ce qu'il disait les chars qu'il y avait, tu sais, j'étais allée regarder des photos, puis ça m'a vraiment remis dans l'époque, effectivement, parce que c'était pas des chars comme on a aujourd'hui. Non, je veux dire, des gros... Vous imaginez les voitures comme... Des gros bateaux. Al Capone, les trucs de Bonnie and Clyde, c'est vraiment ça, là, c'est ça qui conduisait Ça pour faire gueule. son bootlegging. Puis, écoute, non, c'était vraiment incroyable. Puis, il y avait des belles photos de lui quand il était jeune. Moi, t'es trouvé, on pourra les remettre sur les réseaux sociaux. Fait que c'est ça, c'était un petit gars qui... un petit gars qui, un jour, s'est dit « Hey, on va profiter de ce qui se passe chez nos voisins du Sud, puis on va faire la pièce. » Et moi, c'est quelque chose qui me fascine, la prohibition, parce que c'est comme « Oh non, on ne veut plus boire, on est contre la boisson. » Pourquoi ça fait autant la grosse piastre de bord? Parce que c'était politique. C'était vraiment juste pour ça. Je trouve ça ridicule. Oh oui, ça l'était ridicule. Ça l'était Franchement, ridicule. Buvez puis assumez-vous, gang hypocrite. Ben oui, mon Dieu, ça n'avait pas d'allure. Bravo les Québécois d'être honnêtes là-dessus. Oui, absolument. On aime ça se torcher. Yay! Yay! Puis non, c'est ça, j'aurais aimé ça de dégoter plus d'informations sur Little Chicago, mais là, ça devenait bien mélangeant parce que justement, là, il y avait comme d'autres villes qui étaient Little Chicago, dont Moose Jaw. Puis j'étais comme, ben là, c'est quoi? Puis il n'y avait pas plus d'informations sur Moose Jaw non plus. Fait que, en tout cas, c'était juste bien weird. Fait que c'est ça. C'était l'histoire de Conrad Labelle et Little Chicago. Merci beaucoup. Bonsoir. OK, bye! OK, bye! Alors, Sean et Kim, on espère que vous êtes satisfaits. Hey. Qu'on vous en a mis plein la panse. Comme Conrad remplissait des entrepôts avec de l'alcool. Ainsi que des taxis. Moi, j'aimais bien son racket de taxi. Ouais, ça m'a fait vraiment rire drôle. quand j'ai trouvé ce détail-là. Là. C'est une belle job pour les chauffeurs de taxi, pareil. Des aujourd'hui, tout qui ce que tu fais, c'est que tu fais le tour des commissions de liqueur, tu achètes les bouteilles une à la fois. Ouais, c'est qui m'acheter une bouteille de vin. OK. Ouais. Mais c'est des bouteilles de fort. Ouais. Il renaît du fort. Parce que, tu sais, tant qu'à prohibitionner, tu vas te pacter la gueule comme faut. T'sais.
Pas de temps à perdre. Ouais, on va Let's go pas... du fort. on va pas smuggle des petits coolers, là, Hey. pis de la Coors Light, là, à 2%. Du Pombé, hey. Hey, Hey, je risque ma vie pour toi, là. Ouais, c'est ça. Tu vas boire comme un Nous vrai. autres, on veut de l'alcool qui rend momentanément aveugle. Fait que, ouais, voilà. Je risque pas ma vie pour des Pombés à l'ananas, là. Je trouvais ça bien De la trippant White comme Claw. histoire. Ouais. Ça va être du Quelle sorte de Bourbon. White Claw? Je vais te décider si je vais risquer ma vie pour ça. Non, je pense pas. Au moins, si t'apprends un SAQ, c'est de la vodka et non de l'alcool de menthe, là, mais... Ça, c'est juste au Québec, hein? Ouais. C'est ça. Et on en a des fun facts sur la boisson. Yeah! Alors, Oui, chers auditoristes, oui, si vous avez c'est aimé moi. nos histoires de boissons, de café, d'alcool, n'importe quelle boisson, Ah on vous invite à nous suivre Uh-huh. sur les réseaux sociaux. Oui. On est sur Facebook @un peu de crime. On est sur Instagram @un peu de crime dans ton café. Vous pouvez voir des illustrations, des photos. Vous pouvez voir des annonces concernant nos futurs épisodes, des peut-être apparences en public. On sait jamais. Peut-être, très possiblement. Alors, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez pimper votre maison et votre garde-robe, nous avons une boutique Etsy, etsy.com/un peu de crime. Et si vous aimeriez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre plateforme Patreon, où il y a différents tiers auxquels vous pouvez vous abonner qui vous donnent différents avantages, par exemple des rabais sur la boutique Etsy, accès à notre Discord et des épisodes bonus, mais bien sûr, des épisodes bonus. Oui! Et des vidéos de Catherine et moi qui mettent des affaires pas bonnes dans nos bouches. Et tantôt, ça nous a pris bien trop de temps à compter qu'on est rendu à 5 épisodes bonus! 5 épisodes bonus, et même peut-être... Et, Ben, comme 3, puis il y en a 2 qui ouais. vont sortir bientôt. Parce qu'on s'est pas consulté, nos épisodes étaient trop longs. Ouais! Fait qu'on a décidé de vous en mettre plein la gueule! Ouais! Voilà. Et c'est ça, et vous pouvez avoir accès au Discord, vous pouvez jaser avec nous. On est quasiment rendu à un épisode bonus par mois. Hey, c'est beaucoup. Un jour, on va être capable de Vous se êtes rendre à gâtés. 12 épisodes bonus. Vous êtes gâtés, les Dans amis. l'année, un par mois. Comptez-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est beaucoup. Ah! Alors, on va aussi saluer, il y a des gens qui se sont abonnés Pendant qu'on mangeait pendant notre qu'on lunch. mangeait. On est tellement gâtés. Ouais, On c'est est pour ça que je faisais une gâtés. face confuse. Là, je cherchais le document. Je cherchais l'information sur mon ordi, puis j'étais pas capable. Ouais, c'est le même document que tantôt. Ben, j'ai c'est juste ça. changé les noms. Voilà. Alors, on doit saluer 2 nouveaux Patreon. Oui. Alors, un gros merci à Laurence Tremblay. Et merci à Dark Odette. C'est vraiment un beau nom, j'aime ça. Mais moi aussi, j'aime ça. Alors, merci à nos nouvelles abonnés. On vous dit à bientôt si vous venez nous rejoindre sur le Discord. Vous allez voir, on a des maudites belles recettes. Et pour ceux et celles qui trouvent que c'est assez, qui veulent aller rêver aux grosses corvettes aux grosses Cadillac Oui. de Conrad, on vous dit à dans 2 semaines pour plus de Grosse crème et plus de corvette. café. Crevette. De Conrad Lavelle. Crevette 67. Ah non! Avec son crêpe crêpe soleil. Oui, c'est ça qui faisait truite. Et pour Je ceux comprenais et pas de quoi celles tu parlais, oui. pour ceux et celles qui en veulent plus, qui veulent qu'on leur dise toute la vérité, rien que la vérité, restez avec nous, parce qu'on s'en va en cours Oh! pour vous parler Suite. d'un épisode de toute la vérité. Maître Côté, vous oubliez votre rabat. Oh, pardon! Votre beau rabat plein de dentelles. Yay! Je l'ai choisi moi-même. Comme une grande. Comme une grande. Je l'ai acheté chez Fabriqueville. Mais Dans il y a le rack vraiment- à clearance de dentelle. Non, il y a vraiment des boutiques de rabat d'avocat. What? Oui, il y en a une en ligne, ça s'appelle Rabat Joie. Non. Oui, Non. j'étais fière d'eux. Sors-tu dans le penitentiary avec toi? Oui. Ok, cool. Tant mieux. Je build des Faut que la- connexions dans le faut que la police penitentiary. soit sur là. le cas, là. Ça n'a pas d'allure. Rabat-joie, c'est-tu. Moi, je rentrerais là. Je serais comme, non! Tu fais juste ouvrir la porte. Non! Tombe. On les pointant du doigt, puis that's it. Maître Oui, Côté, quelle oui. cause allez-vous défendre? Aujourd'hui, je ne me défendrai pas de cause. Aujourd'hui, Maître Boutin, je vais te parler de une histoire
terrible Oh non! sur les dangers Oh non! de réseau contact. Oh non, pas les autres contacts. C'était pas littéralement réseau contact, mais des sites de rencontres. Oh non! Non! On se remet dans le temps, là. C'était début des années D'accord. 2010. Oui. Début 2010. C'est à peu près ça. OK. Ouais, c'est On ça, compte, là. on C'est à peu compte, près on ça. compte, Bon, on compte. là, on a déjà parlé ensemble, là, notre chère collègue Hélène Florent. Oui. Elle est procureure à la Couronne, Oui. / le personnage principal de l'émission. Oui. Et elle a tous les hommes à ses pieds. C'est son monde et on fait juste habiter dedans. Exactement. Comme diraient les Gen Z, elle est the main character. Exactement. Main Et- character vibe. Main character vibes. Et elle a tous les hommes à ses pieds. Même si Tout Geneviève le Brouillette monde est à côté d'elle. Capote dessus comme ça, aucun asti de bon sens. Puis là, elle sort avec Patrice Robitaille. Puis là, Émile Cloutier l'aime full. Oh. Puis là, après ça, elle sort avec Kevin Parent. Puis là, Patrice Robitaille, il l'aime encore. Puis après ça, Patrice Robitaille, il meurt. Excusez, Oh, non. spoiler, je sais qu'il meurt. En tout cas, mais là, c'est ça. Elle a tous les hommes. La trouve tellement magnifique tout le temps. Et sa meilleure amie, Geneviève Brouillette, qui est journaliste et qui est reporter de cours. Et elle a vraiment beaucoup de bad luck amoureuse. Non! Fait que là, au début de l'histoire, elle est célibataire. C'est comme une petite... C'est comme une... J'allais dire une petite célibataire endurcie, mais une grande célibataire endurcie. Elle est grande, Geneviève Brouillette. Oui. Puis là, elle rencontre un beau nouveau procureur qui s'est fait transférer du bureau du procureur à Québec. Oh! Il est donc beau. Oh. Il est donc ténébreux. Oh! Il est donc charmant. Arrête, je me peux plus. Puis là, ils commencent à sortir ensemble. Puis là, elle est en train de tomber en amour par-dessus la tête. Oh! She's letting down her guards. Puis Oh. comme, je Elle peux est faire vulnérable. confiance à l'amour encore. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais demain matin, vas-tu me dire que tu as une femme qui est dans un hôpital psychiatrique? Oui, c'est ce qui arrive un matin. Non! Elle apprend que son beau procureur est en fait marié à Bagou Dega dans Cornemuse. Ah, j'étais comme, qu'est-ce que Je ne connais pas le nom de cette comédienne, mais donc, il est marié et sa femme a des gros problèmes de... Il me semble que c'est une bipolarité. Il me semble que c'est ça. Mais elle est dans un hôpital psychiatrique. Puis là, il dit, oui, je suis encore Pareil mariée, comme mais ma Jane femme est Eyre. dans un hôpital. Pareil comme Jane Oui, Eyre. c'est pareil comme Jane Eyre. Au moins, elle est dans un hôpital psychiatrique et non comme Dans le enfermée dans le grenier. dans le grenier. Non, c'est ça, oui. Au moins, elle a des soins. C'est pareil comme Jane Eyre. Mais là, il lui dit, tu sais, ma femme est dans un hôpital, fait qu'on n'est plus ensemble, fait que je suis libre de voir n'importe qui. Puis là, Geneviève Brouillette lui demande, oui, mais ta femme, elle sait-tu que tu vois du monde? Puis il dit, ben non, on n'a pas d'arrangement, mais tu sais, elle est dans une place où elle a des soins de longue durée. Oui, mais monsieur, c'est une conversation qu'il faut avoir. 100%. Alors, le jour où sa femme sort de Elle est l'hôpital bipolaire, psychiatrique... pas légumes, là. Non, non, non. Alors, le jour où sa femme sort de l'hôpital psychiatrique, eh bien, il laisse Geneviève Brouillette. Ah, Et là, maudit. Geneviève Brouillette est bien triste. Et elle décide qu'elle va s'inscrire sur un site de rencontre. Parce que c'était avant, genre, Tinder pis tout. J'ai comme tellement de misère à croire que Geneviève Brouillette a de la misère à trouver une date. Non, OK? Personne. C'est la Pichou, la journaliste Pichou de l'émission. Avec des jambes qui finissent pas, des beaux grands yeux bleus, Je sais, puis tellement des belle. cheveux noirs. Je sais. Mais tout le monde est trop occupé à licher les souliers de Hélène Florent. Je sais, et puis il y avait tout l'autre téléroman, là, Apparence, où est-ce qu'elle jouait genre une star de la télévision, Oui. là, puis sa jumelle, Myriam Leblanc, qui tout le monde était comme, c'était tellement un pichou, je suis comme, elle est tellement belle, Myriam Leblanc, voyons donc, calmez-vous. En tout cas, fait Il n'y a que pas d'actrice les laide au pichous Québec. de la TV, Il n'y en a là, pas. c'est ça, c'est les pichous de TV. Fait que là, elle s'inscrit sur un site de rencontre. Puis là, elle va voir Hélène Florent, c'est sa meilleure amie. Puis là, elle dit, Hélène Florent s'appelle Brigitte. Elle dit, Brigitte, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Puis là, Hélène Florent pogne les nerfs et dit, oh mon Dieu, mais là, t'es pas pour sortir avec quelqu'un que t'as jamais rencontré dans la vraie vie. Mais là, ça va probablement être un tueur en série. Puis là, Geneviève Brouillette, elle dit, oui, mais on n'est pas toutes avec tous les hommes à nos pieds, là, comme check tous les hommes qui sont en train de licher tes souliers maintenant, là. J'aimerais savoir ça moi aussi. Voilà. Fait que là, elle a rencontré un gars. Oh, On va l'appeler Louis, mettons. Je ne sais pas c'était quoi son nom. OK. Louis. Puis elle a dit, je parlais avec lui depuis une couple de jours, on va avoir une On date s'envoie des mimes de ensemble. chat. On s'envoie des mimes de chat. Puis là, Hélène Florent a dit, ben là, tu vas pas aller le rencontrer, tu sais, juste de même, là. Tu sais même pas c'est qui, tu sais pas si tu pourrais être en danger, peut-être qu'il va mettre quelque chose dans ton drink. Fait que là, Hélène Florent a l'idée du siècle. Ah ah.
elle décide d'aller espionner Geneviève Brouillette pendant sa date. J'imagine Donc, Hélène Florent dans un arbre avec des jumelles. ça aurait été mieux. Ah! Donc, Geneviève Brouillette s'en va à sa date avec le beau Louis et tout à coup, elle aperçoit fucking Hélène Florent qui est en train de s'asseoir au bar un peu plus loin dans le reste. Puis il la regarde. Avec un grand chapeau puis des lunettes. Non, mais tu sais, elle Un la regarde. journal puis elle avec fait, 2 trous, puis elle fait des petits thumbs up. Ça va bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Puis là, l'affaire, c'est que Hélène Florent, elle les regarde tout le temps. Fait que Louis commence à penser que c'est lui qui la regarde. Et là, pendant que Geneviève Brouillette va aux toilettes, Il va lécher les souliers d'Hélène Florent. Louis va voir Hélène Florent pour lui demander son numéro. Fait que Hélène Florent, qui avait tous les hommes à ses pieds, a crashé la date de son ami Pichou Forever Alone, Geneviève Brouillette. T'as une date avec freaking Geneviève Brouillette. Mais il s'en sacrait à lui, il voulait Hélène Florent. Et voilà, c'est les dangers des sites de rencontres. Ça arrive des fois que votre meilleur ami qui est en couple va crasher votre date pendant que vous essayez désespérément d'avoir du poon avec un inconnu. Fait que, à toutes les filles en couple qui s'inquiètent pour leur meilleur ami qui s'en va dans une date, laissez-la y aller puis vous drop a pin à la place de juste la stalker dans le bar. Assurez-vous Ça qu'Hélène serait plus Florent n'est respectueux. pas dans le bar. Oh boy! Parce qu'apparemment, Ok, c'est ça. les hommes ne peuvent pas résister à Hélène Florent. Alors, mais c'est tout le temps ça. Oui, c'est C'est ça ça. aussi avec qui veut un parent. Mais c'est ça aussi dans la chez galère. Jean 4. Ah oui, qui veut le parent. You know, il va être comme, il y a une femme qui m'invite à souper, puis là, qui Je veut, vais il mettre ma sait pas trop graine quoi dans sa faire. bière. J'ai-tu le droit de dire ça? Oui. Ok, parfait. Ben là, il l'a Là, tu fait, m'avais là, c'est pas chicané du l'autre fois quand je Slender. faisais des jokes d'Éric Lapointe, là, puis tout. En tout cas. Bon. C'est pas du Slender, là, Il il l'a l'a fait, là. Bon, voilà, Voilà. il l'a fait. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, c'est Assume. c'est ça qui est arrivé. Puis, c'est bien plate pour Geneviève Brouillette, mais finalement, elle l'a fini Forever Alone. Oui, elle se fait tout le temps chuter par Hélène Florent. Mais ouais, Ah, maudite Hélène Florent. je sais. Bon, C'est un autre des personnages qui a une vie terrible, comme Émile Prout, dans toute la vérité. il y en a qui ont toutes Some girls have all the fun. Je All connais the pas poon. cette chanson-là. Tu connais pas cette chanson de Non. Rod Stewart? Non, c'est pour ça que je la chante. De Rod Stewart. Ben oui. Non. Voyons. Toi qui es comme une Rod. aguerrie Une aguerrie fan de Rod Stewart? Non. aguerrie des chansons des années 80. Ah! C'est genre non. la chanson des années 80. Non! Ben voyons donc. Absolument pas. Bon, ben on va arrêter l'épisode maintenant parce qu'il faut Ok. que je fasse écouter la chanson à Catherine. Yes, sir. Fait Bon. que la séance est levée. Levé.